Bonjour Marie-Victoire. Bonjour Christophe. Tu vas bien? Ouais, super. Bon, cool. Alors, on se connaît, on a une amie en commun, c'est Vanessa, que je vais interviewer dans peu de temps. Donc, peut-être juste après toi d'ailleurs. Alors, toi, tu accompagnes des dirigeants et des dirigeantes parce que tu as eu un parcours au sein d'une association professionnelle de chef d'entreprise, qui est la CPME. Donc, tu vas nous parler de ça. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui qu'on va aborder, c'est la dynamique yin-yang que tu as pu vivre dans ta vie perso, pro, et qui montre à quel point le yin passe au yang et le yang passe au yin assez naturellement quand on sait ou quand on est poussé par la vie, gérer cette dynamique. Donc, je vais te laisser d'abord te présenter rapidement, et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, je suis Marie-Victoire, donc, avec du yin et du yang dans mon prénom. J'ai 50 ans, j'ai trois enfants. Effectivement, j'accompagne des dirigeants. Alors, je ne suis plus à la CPME. J'ai mon propre cabinet d'accompagnement qui s'appelle Réseau Effervescence. Et je suis à Lyon et je suis ravie que Vanessa nous ait mis en relation pour partager cette conversation avec toi. Très bien. Donc, oui, tu as eu ce parcours et on va essayer de comprendre comment tu es arrivé à tout ça. Et en général, je démarre par en fait l'enfance et quelle a été ton enfance et quel a été ton environnement familial. Ça définit quand même bien souvent la suite. Et surtout dans mon cas, parce que j'ai eu une enfance heureuse au sein d'une fratrie de quatre sœurs. D'ailleurs, on dit encore une fratrie alors que nous sommes des sœurs. Oui, il n'y a pas Euh, de mots pour ça. il n'y a pas encore de mots pour ça. Je suis la troisième de quatre filles dans un environnement d'une famille très, très classique à Paris. Mon papa, qui était l'aîné, et ma maman, qui est l'aînée aussi, tenaient à avoir des garçons. Une fille est arrivée, puis une autre. Et là, ça devenait pas très rigolo. Et enfin, la troisième, donc moi, probablement l'histoire de mon prénom, Marie-Victoire, pour conjurer un peu le sort. Mais il y a eu une quatrième fille derrière. Donc voilà mon environnement de départ pour arriver dans cette famille dans lequel la composition est très féminine, mais l'ambiance est plutôt masculine. J'ai eu une éducation plutôt très classique, plutôt assez autoritaire. Euh, c'est mon papa qui donnait la ligne de conduite et ma maman qui sagement la suivait. Donc voilà, mon Est-ce que tu environnement sais familial. pourquoi c'est ton père qui voulait plutôt des garçons ou d'où venait ce besoin? Je pense que c'était traditionnel chez mes parents, dans leur famille respective. Avoir un garçon, c'était important pour garder le nom. Je pense que pour un homme, c'est important de pouvoir partager avec un enfant du même sexe, comme pour une femme, quand elle n'a que des garçons, elle est ravie d'avoir une fille. Je pense que c'est assez universel, mais effectivement, le garçon était très attendu, encore une fois, parce que mon père était l'aîné depuis plusieurs générations et ça lui tenait vraiment à cœur pour cette histoire de nom de famille qui souhaitait faire perdurer en tant qu'aîné. Ah oui, ce nom de famille qui devait durer. Voilà, c'est Alors une bon, tradition. est-ce que l'ambiance était girly alors chez vous? Euh, oui, alors l'ambiance entre les sœurs, c'est toujours très gai les maisons de filles. C'est toujours très, très heureux. Euh, on avait assez peu de différence, hein, finalement, les trois aînés. On a 50 différences. Et puis, ma petite sœur est arrivée 3 ans et demi après nous. Donc, on est quand même assez groupés. Effectivement, à l'âge ado ou jeune adulte, les vendredis soirs et les samedis soirs, il y avait un défilé dans les escaliers de la maison. Chacune partait en soirée à droite, à gauche. C'était assez sympathique. Maman crée aussi une ambiance sympathique qui était assez féminine. Mais voilà, ça c'était l'ambiance entre les sœurs.
même si ça chauffait, hein, entre les sœurs, on n'était pas forcément les meilleures copines. Mais, mais c'est des ambiances gays, des ambiances de filles, vraiment. Alors, et vous étiez fille tout le temps, c'est-à-dire que s'il y avait une éducation de fille ou c'était plutôt équilibré? C'est là où effectivement il y a beaucoup de filles, mais on est dans un environnement masculin géré par un père très autoritaire, comme je le disais, un père qui n'a pas eu de père d'ailleurs, qui a eu une enfance assez triste, qui a perdu son papa très jeune, et qui n'a pas eu ce modèle, et élevé par une mère qui, elle, était une femme vraiment très triste. Ma grand-mère qui a été plus douce, plus en vieillissant, mais pas très heureuse pour élever ses garçons. Euh, Cette ambiance autoritaire était très particulière. Euh, C'était à la fois autoritaire et laxiste, c'est-à-dire que mes deux parents étaient chefs d'entreprise, travaillaient énormément, quasiment 7 jours sur 7, chacun avec leur entreprise, mais dans les mêmes locaux. Donc on était à la fois livrés totalement à nous-mêmes, et à la fois il fallait respecter des règles très strictes. Donc c'était une grande ambivalence entre la liberté. Finalement, très jeune, je suis partie en vacances avec des amis sans mes parents, à peut-être 14 15 ans, ce qui ne se faisait pas forcément à mon époque. Et puis, donc, une grande liberté et par ailleurs, un côté très autoritaire. D'accord, donc il y avait déjà un mélange de yang et yin, malgré qu'il y ait beaucoup de filles dans votre famille. C'est-à-dire qu'il y avait du yang à travers les règles, l'autorité installée, en même temps un peu quand même de la liberté, c'est ça que tu dis? Oui, Il y avait exactement. déjà un équilibre yin-yang ou masculin-féminin dans la famille? Je ne sais pas si je mettrais le mot équilibre. Euh, je mettrais un doux déséquilibre, en tout cas. Euh, C'était un déséquilibre parce que l'autorité était là pour pallier au manque de présence et au manque d'attention, même si je leur en veux pas et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour, euh, pour élever leur cas de fille aussi bien que possible et c'est OK. Mais ce côté autoritaire prenait quand même le pas très souvent sur et on était très dans l'injonction, dans le il faut que, bien se tenir comme ci, faire comme ça, penser comme ci, s'habiller comme ça. Il y avait quand même un cadre strict. Le yang était quand même euh, euh, plus, plus présent, mais c'est tout le côté étonnant de mon père qui, par ailleurs, était très yin au fond de lui, mais qui ne l'a jamais vraiment exprimé. Mais à la maison, c'est ce côté autoritaire qui cadrait, qui rythmait les choses. D'accord. Donc tu as évolué quand même dans un environnement de chef d'entreprise, parce que tes deux parents étaient chefs d'entreprise, c'est ça? Ouais, Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous aviez la liberté et que, comme tu disais, à un moment donné, il y avait l'autorité qui revenait pour recadrer quand ils étaient présents, quand il était présent. exactement. Alors, par extension, maman essayait de maintenir cette autorité elle était le bras droit de son mari, d'abord dans son entreprise et puis, puis au sein de cette famille. Donc, ils faisaient équipe tous les deux dans cette éducation. Et ma petite sœur et moi-même, on est allés assez jeunes en pension. Moi, dès la cinquième, ma petite sœur dès la sixième. Donc, on a quitté cette fratrie à l'âge de 11 et 12 ans euh, pour aller dans une pension de filles. De nouveaux défis. De nouveaux défis et on y a passé 7 ans l'une et l'autre. Donc, ça a été un environnement pareil, aussi yin que yang, parce que une pension avec que des filles, ça peut paraître très yin, mais en fait, c'est assez yang. En plus, c'était une pension qui s'appelle la Légion d'honneur, donc une école militaire au départ, avec des règles très strictes, tout en uniforme. Donc, c'est cette ambiguïté-là aussi qui a nourri ma vie vers l'âge adulte de yin et de yang. Et alors, comment s'est passée cette période de 7 ans en pensionnat de filles, avec toutes ces règles de nouveau? C'est un peu comme s'il y avait une transposition
ta famille vers la pension, mais certainement avec d'autres choses. Comment ça s'est passé? J'ai trouvé ça super la première année, cette grande liberté, tout à coup de se retrouver à l'école avec que des copines, matin, midi, soir, nuit, jour. C'était merveilleux, formidable. Et puis l'adolescence arrivant, j'ai trouvé que d'être 150 par dortoir, c'était moyen intime. Euh, que ne pas pouvoir faire comme mes amis, parce qu'il y avait 100, tout le monde était interne, hein, il n'y avait pas d'externe. Donc, Ouais. mes amis que j'avais eu avant, aller boire un café dehors, faire autre chose de sa vie, voir un peu de l'extérieur, m'a beaucoup manqué. J'ai trouvé ça difficile. J'ai pas particulièrement aimé. J'ai aimé une année sur 7. Juste Donc, la c'est pas première. beaucoup. Ouais. Jusqu'à la terminale. Exactement. Jusqu'à la terminale. Donc, ma petite sœur, elle a adoré. Toutes ses amies aujourd'hui sont ses amies de pension, d'ailleurs. Mais on l'a vécu très différemment toutes les deux. Et pour moi, ça a été aussi une continuité du yang, une continuité de la règle, du manque de douceur, du manque dont j'avais probablement besoin au fond de moi. Donc en fait, tu vivais au milieu de beaucoup de femmes, de beaucoup de filles, avec beaucoup de yang en définitive malgré tout. Donc, Exactement. et il te manquait du yin à toi, Et il me manquait du yin. Exactement. du féminin et tout ce qui était un peu à l'extérieur pour toi enfin, le yin était plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur, Oui, malgré ouais, tout à la fait. quantité de filles qui étaient autour de toi et les relations avec les copines. Ouais, c'est vraiment tout ce paradoxe qui fait que le contexte, le cadre, et dans ma vie, longtemps, a été assez, finalement, entouré de femmes, mais avec une énergie plutôt yang. Mhm, mhm. Et ensuite, alors le pensionnat, tu as fait tes études en école de commerce, c'est ça? Exactement. Après le pensionnat, j'ai fait mes études en école de commerce. Et là, il me manquait du yang dans ma vie, donc je me suis mariée très rapidement. J'ai fait une école de commerce à Paris et en terminale, j'avais rencontré un charmant monsieur et nous nous sommes mariés au cours de mes études. Donc, voilà, j'ai mis du yang dans ma vie très rapidement par mon mariage assez tôt. J'ai fait cette école de commerce dans laquelle, pour le coup, il y avait un bel équilibre entre le yin et le yang. Euh, Même si j'étais au sein d'une vice-présidente du BDE, donc tu vois, j'avais déjà pris les rênes de quelque chose où il fallait que je gère. Un peu de yang encore, hein, mais voilà, à cet endroit-là, il y avait de l'équilibre. D'accord. Diplômé, marié, quelle a été Ouais. la suite? Alors, diplômé, marié et un enfant, puisque Augustin est né, mon fils aîné, est né à la sortie de mes études. Ah oui, Il est tout juste diplômé. Et voilà, une vie assez classique à Paris, très heureuse. Et puis, nous avons quitté Paris pour partir en province avec nos deux garçons aînés sous le bras. Et nous sommes partis dans une toute petite ville pour retrouver de la douceur, peut-être mettre du yin dans tout ça, justement. Et le yin est arrivé doublement puisque nous avons eu un troisième enfant et c'était une fille. d'accord. Et dans cette petite ville, tu es resté combien de temps? Qu'est-ce que tu faisais dans cette ville? Et alors, je suis restée 9 ans. Quand j'étais à Paris, je travaillais chez Publicis. Et en arrivant dans cette ville qui s'appelle Moulins, dans l'Allier, Hmm, euh, je suis restée 9 ans et il n'y avait pas pas d'agence de communication. Et du coup, j'ai travaillé dans la banque, pas très ligne, la banque, même si c'est beaucoup de femmes. Très intéressant, une expérience très intéressante professionnellement d'accompagner des personnes et des entreprises dans leur développement, notamment les entreprises financières. Une expérience très enrichissante. Euh,
très heureuse d'avoir pu découvrir l'envers du décor qu'on connaît finalement assez rarement. Mais bon, j'ai quitté la banque parce que c'était pas un environnement qui me convenait dans la politique de développement. J'avais une petite question d'éthique. On n'avait pas tout à fait les mêmes. Je voulais mettre beaucoup d'in dans ma façon de faire et c'était pas prévu comme ça. Voilà. Donc j'ai quitté la banque et je suis allée à Lyon ensuite. Et là, j'ai fait de l'accompagnement de dirigeants au développement d'entreprise. Et puis, je suis rentrée, comme tu l'indiquais tout à l'heure, au sein d'un syndicat des petites et moyennes entreprises pour faire de l'accompagnement de dirigeants. Euh, et donc, j'étais chargée des relations extérieures et parallèlement, je faisais de l'accompagnement individuel. Le président à l'époque m'avait autorisé à avoir une structure indépendante en parallèle. Ça a été une expérience absolument fabuleuse. J'avais des clients hommes et femmes, mais de tout horizon aussi. C'était des personnes qui étaient industrielles, dans le service, artisans, toutes petites entreprises, beaucoup plus grosses. On avait cette grande liberté-là de pouvoir interagir avec les personnes avec lesquels on rentrait en contact et pouvoir leur apporter de l'accompagnement en fonction de leurs besoins. Et j'ai passé 7 ans dans cette organisation qui était vraiment, ça a été passionnant. Et le président m'avait confié la charge du pôle femmes, chef d'entreprise, nous y revoilà. Et du coup, j'ai animé avec un bureau qui était composé de chefs d'entreprise et une équipe en interne. Il y avait 800 femmes à l'époque hein, qui étaient chefs d'entreprise et on faisait un certain nombre d'événements, d'accompagnement pour faire en sorte qu'elles se rencontrent, qu'elles échangent, qu'elles avancent, etc. Et là, j'ai découvert, parce que j'avoue que quand on m'a confié ce pôle femme chef d'entreprise à animer, je sortais donc d'une histoire très féminine, mais je ne voyais pas l'intérêt de mettre des femmes chefs d'entreprise ensemble et j'ai découvert la sororité. Euh, et qu'effectivement, un groupe de femmes entre femmes n'est pas du tout, n'agit pas, ne réagit pas de la même façon qu'un groupe mixte ou même qu'un groupe d'hommes exclusivement, et que les femmes chefs d'entreprise, tout du moins, sont extrêmement, euh, euh, elles sont très solidaires entre elles. Spontanément, elles sont très engagées les unes envers les autres pour s'entraider, pour se soutenir, pour se donner le bon tuyau, le bon conseil. Il n'y a pas de compétition du tout. Elles se livrent assez facilement. Euh, Ce qui fait il y a une confiance qui se crée assez spontanément et une entraide aussi qui est très précieuse. Quand tu as une vraie différence entre les deux populations, le dirigeant homme, dirigeant femme. Oui, 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 j'ai vu une vraie différence. Les femmes osent dire quand elles ont un point de faiblesse. Hmm. Les hommes gardent dans ces endroits-là. Hein, on était encore une fois dans un groupement de dirigeants mixte, mais du coup, c'était un peu poker face, quoi. Il faut montrer qu'on est beau, qu'on est fort, hein, parce que beaucoup viennent chercher aussi du business dans ces endroits-là. Donc, ils veulent pas montrer leur faiblesse, alors que les femmes en petits groupes se l'autorisent. Euh, il m'est arrivé d'organiser des déjeuners de dirigeants, parfois qu'avec des femmes, parfois qu'avec des hommes. Et au moment de la présentation, c'est très amusant de voir la différence. Quelles sont les différences en termes de présentation? Les femmes se présentent déjà en tant qu'êtres humains, Hmm. dans leur contexte personnel, familial et puis entrepreneurial, alors que les hommes se présentent instantanément aux côtés d'un nom d'entreprise, d'un chiffre d'affaires, d'un nombre de salariés. Il se passe pas du tout la même chose. Ouais, ouais, c'est pas la même posture. Hmm. Mm. Et quand on les mélange alors? Et quand on les mélange, eh ben, tout ça s'évanouit un peu et il y a la compétition côté masculin s'évanouit un petit peu. La douceur et la transparence côté féminin s'évanouit aussi. Et là, on arrive dans quelque chose de plus attendu dans ces environnements-là, de plus policé. Euh,
de moins, il y a moins de compétition, c'est sûr, mais il y a moins de vérité aussi. Est-ce qu'on est... Est-ce que le masculin l'emporte sur le féminin? Tu pourrais Oui, dire ça? Ouais. oui, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est en mettant un homme dans un groupe de femmes, Mhm. l'onde est plus forte qu'en mettant une femme dans un groupe d'hommes. Ouais, c'est vrai. C'est joliment dit. C'est vrai que c'est assez évident comme constatation. Ouais. Ouais. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Dans les deux cas, ça change les enjeux, mais vraiment les détours de la rencontre sont vraiment différents quand c'est un homme qui rentre dans une réunion de femmes. Comment on pourrait expliquer ça? Oh, si je fais quelque chose d'assez basique déjà sur le départ, c'est les garçons, vous êtes plutôt, enfin vous étiez, je ne sais plus comment on élève les garçons et les filles aujourd'hui, mais vous étiez, nous étions plutôt élevés dans le sois fort, ne pleure pas. Il y a toutes ces injonctions qui font que, encore plus un chef d'entreprise qui doit embarquer des équipes, qui doit avoir une image vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires. Euh, il ne va pas s'autoriser à avoir cette faiblesse-là. Ce qui manque, à mon avis, et c'est ce que j'ai créé ensuite hein, dans le réseau Effervescence, que tous, hommes et femmes, puissent s'exprimer sur ses faiblesses, pas que, hein, bien sûr sur ses projets, sur ses réussites, mais qu'ils puissent s'exprimer. Et finalement, on a peu d'endroits d'expression libre et confidentielle quand on est chef d'entreprise. Les femmes se l'autorisent entre femmes, les hommes ne se l'autorisent pas. Mais Mm. c'est à mon avis l'injonction de départ de la posture d'un garçon et d'une femme. Mais j'ai lu que même la façon dont les bébés garçons et les bébés filles étaient portés par leur mère n'était pas dans le même sens. Donc je crois que dès le départ, même si aujourd'hui on essaie de faire évoluer les choses, il y a un chemin immense pour que tout ça se lisse, s'il fallait lisser les choses. Mm. Ce qui est intéressant dans l'environnement que tu as expérimenté, c'est qu'on est le monde de la création d'entreprise, développement d'entreprise, c'est un monde très très young, hein. Et quand on est une femme, qu'on essaie de développer son entreprise, on est confronté aux normes, aux diktats et aux injonctions masculines. Et c'est très difficile d'imposer du yin dans cet univers. C'est pour ça que tu disais, si on met une femme dans un groupe d'hommes, il y a quand même peu de mouvement et de changement, alors que si on met un homme dans un groupe de femmes, il y a beaucoup de changements. Et je pense que dans l'univers de l'entreprise, c'est encore plus vrai. Euh, Est-ce que c'est parce que les femmes s'imposent moins ou est-ce que c'est parce que les hommes n'écoutent moins? Je ne me permettrai pas de faire une Peut-être les conclusion deux. à cet endroit-là. Je sais que statistiquement, les entreprises dirigées par les femmes, notamment les grandes entreprises dirigées par les femmes, ont des taux de réussite qui sont bien meilleurs que celles des hommes. Mais Oui, elles ne sont pas complètement. seules femmes à ces endroits-là, hein, comme les hommes sont entourés de femmes aussi quand ils dirigent une entreprise. Donc, c'est sûr que ça, il y a des différences, il y a des différences dans la posture du dirigeant au départ. Je vois, même au moment de la création, les hommes osent beaucoup plus, se posent moins de questions, les femmes se posent plus de questions. Après, c'est des lieux communs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception hein, dans les deux sens, mais euh, elles osent moins, dans leur pitch, elles mettent souvent les mots petits, les mots etc. Alors que les hommes sont très spontanément fiers, leur boîte est forcément la meilleure. Et c'est ça qui les aide d'ailleurs, ce leadership, cette posture qui doit inspirer les femmes à cet endroit-là, de pouvoir grandir parce que cette posture va amener derrière au développement de l'entreprise et la confiance en soi, le fait de pouvoir être fier. Et non, c'est pas une petite boîte. Et le fait que déjà d'avoir créé une entreprise, c'est déjà merveilleux, d'avoir osé, surtout dans un pays dans lequel on est en ultra sécurité par ailleurs. Donc le chef d'entreprise n'est pas le chouchou hein, de la législation française et de la fiscalité française.
Donc, c'est important d'insuffler ça et qu'on puisse ne plus s'opposer, mais au contraire s'inspirer les uns les autres. On a, nous les femmes aussi, beaucoup de choses à apporter aux hommes, à insuffler dans les entreprises, dans le management, dans la gestion de l'entreprise, dans la prise en charge des risques. Il y a plein de sujets sur lesquels les femmes sont très inspirantes pour les hommes et vice-versa. J'aime ne pas opposer les choses à cet endroit-là, mais au contraire dire le plus possible qu'on a une vraie complémentarité. Mais parce que tout à l'heure, malgré tout, tu disais les hommes sont plus confiants, agissent plus, etc. Et ça devrait aider les femmes à être plus chefs d'entreprise. Donc, du coup, la norme serait le yang de l'homme, l'action, la fierté, euh, la confiance. Alors que là où les femmes sont un peu moins confiantes, on leur dit, bah, soyez plus confiantes. Est-ce que, en fait, la réussite des entreprises, c'est pas au milieu, c'est-à-dire trop confiant, on évite le doute, on n'est pas assez vigilant et on peut se tromper lourdement. Donc tu vois, il est dans l'équilibre certainement le chemin de la réussite en entreprise pour une femme. Je pense, moi de mon côté, qu'il faut essayer effectivement de bien valoriser les qualités féminines dans le monde de l'entreprise ou revoir les valeurs et les critères, on va dire, de réussite dans le monde de l'entreprise autour d'un équilibre entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. Je partage pleinement ton avis. Je pense qu'effectivement, c'est dans l'équilibre de ces deux choses-là que on pourra avancer et faire avancer plus les entreprises des femmes et mieux les entreprises des hommes. C'est ça. Mhm. Je partage pleinement ton avis. Alors, tu nous as pas expliqué comment tu es passé de Moulins à Lyon. Et Ah, bah c'est parce que arrivé à ça, à cette... je suis passée de Moulins à Lyon parce que j'ai divorcé. D'accord. J'ai divorcé et je suis partie avec mes trois enfants, donc deux garçons et une fille, à Lyon. Et là, de cette vie qui, depuis le départ, même si elle était young, même si dans une éducation autoritaire, etc., elle était quand même, depuis ma naissance, globalement très heureuse. Et voilà, c'est toujours difficile de rompre une famille. C'était pas dans mon modèle d'éducation, très loin de là, tellement loin de là que mes parents n'ont plus voulu me voir à la suite de mon divorce. À Et ce on point. demandait même à mes sœurs de ne plus me voir. Donc voilà, c'était très tranché comme avis, on ne divorce pas. Donc voilà, donc je suis quand même partie avec mes enfants. Et à cet endroit-là, j'ai sauté dans un univers où il a fallu que je joue, puisque je les avais à temps plein, le yin et le yang, que je fasse un peu le père et la mère, même s'ils ont un papa et qui s'en est occupé un week-end sur deux, bien sûr, mais est bien occupé. Je ne me remets pas du tout ça en question, mais l'ensemble du quotidien, de l'éducation des enfants, malheureusement l'ensemble de la charge financière, etc., me revenait par la décision que j'avais prise, hein, je l'assumais pleinement, mais du coup, ça a été un virage fort dans ma vie, très douloureux, le fait que mes parents aient réagi aussi fortement, ça a été une très grosse blessure, alors que j'ai eu un divorce très calme. J'ai eu une secousse extrêmement forte à cet endroit-là qui, qui a forgé mon caractère, qui a forgé ma façon de faire, qui a été chercher au fond de moi du yang, du yang, du yang, du yang pour pouvoir avoir la force de gravir la montagne qu'il fallait que je gravisse. Heureusement, je ne la regardais pas, sinon j'aurais peut-être pas osé. Mais maintenant, je sais que je l'ai montée, que j'ai réussi à le faire et que j'ai trois enfants merveilleux, grands déjà, hein, puisque l'aîné a 28 ans, euh, qui sont tout à fait équilibrés, qu'ils ont chacun leur position dans la vie qu'ils ont envie d'avoir. Ils ont trouvé chacun leur chemin, c'était le plus important pour moi.
Mais voilà, c'est ça qui s'est passé entre Moulins et Lyon. J'ai divorcé et j'ai voulu, la Parisienne que j'étais, un peu frustrée dans cette toute petite ville qui était, cela dit, charmante avec des gens très sympas, mais j'avais besoin de retrouver de la vie, de l'énergie, et donc je suis partie dans une plus grande ville. D'accord. Donc là, tu as dû passer, comme tu disais, à plus de yang, c'est-à-dire plus d'action, pour pouvoir assumer l'autonomie, l'indépendance et l'éducation de tes enfants et faire l'éducation homme, femme, masculin, féminin de tes enfants, c'est ça? Exactement. J'étais dans un schéma au niveau éducatif, finalement, avec le recul, assez classique. À cet endroit-là, je m'étais pas encore tellement remis en cause sur ce que mes parents sur ce que mes parents m'avaient fait au moment de mon divorce. Ça, je l'avais pas accepté, mais j'avais une éducation assez classique pour mes enfants, même si j'étais seule à l'assumer. Donc effectivement, j'avais cette charge et avec deux garçons aînés qui plus est s'entendaient pas forcément tous les deux, m'ont demandé beaucoup d'énergie yang pour avoir de l'autorité. Et je ne m'attendais pas à ça, parce que à ce moment-là, mes enfants étaient des ados. Et ils sont venus chercher leur père et la mère en face de moi, jour après jour. Et ça a été difficile, je peux le dire, ça a été difficile de vivre ce quotidien, à essayer de trouver des solutions, de l'équilibre, du calme, voilà. Euh, Mais ils m'ont tellement bousculé, je crois qu'ils ont fini par me convaincre qu'il fallait pas que je fasse comme je faisais et que peut-être que s'ils allaient chercher mon féminin, mon écoute, plus que le côté masculin que j'utilisais par répercussion de mon éducation, spontanément, sans m'être posé trop de questions, et ben c'était mieux. Et effectivement, j'ai un peu pivoté au moment où ma fille est devenue adolescente. Et je ne lui ai pas du tout apporté le même accompagnement que je l'avais fait avec mes garçons. Euh, alors ça a donné un résultat vraiment différent. Et effectivement, j'avais probablement retrouvé ma part de Lynn à cet endroit-là, réécouter en fait ce qu'ils me proposaient, là où ils allaient me chercher. C'est eux qui m'ont ouvert à ça, hein. C'est vraiment tous les trois. Ils m'ont tellement bousculé que j'ai bien été obligée à un moment donné de me poser des questions et de changer de braquet, et de changer de vision et de m'assouplir et que voilà, l'écoute, la compréhension, la bienveillance, plutôt que de dire faut être comme si, hein, finalement, comme mes parents le faisaient, alors que j'avais rejeté une partie de ce qu'ils avaient fait, hein, mais mieux vaut tard que jamais, je m'en étais rendu compte et du coup, j'ai apporté ça ensuite dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants et notamment à ma fille quand elle était adolescente. D'accord. Donc, au départ, tu as rencontré des résistances parce que tu étais dans un schéma plutôt yang, issu de l'éducation que t'as donné tes parents. Oui, Et en lâchant et en progressivement, en assouplissant ton approche, en mettant plus de féminin dans tout ça, tu as réussi à retrouver un équilibre avec tes enfants. exactement. Exactement. Plus d'acceptation. Et si j'y réfléchis, c'est amusant parce en prenant un peu de recul, finalement, c'est de l'acceptation, c'est de l'écoute, mais c'est aussi finalement lâcher prise et finalement leur redonner leur pleine et entière responsabilité assez tôt en leur disant, mais écoute, ce que tu fais, c'est toi qui vas l'assumer à partir de maintenant. Hmm. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit très féminin comme démarche. Mais en tout cas, c'est cette partie-là du fait de les avoir plus écoutés, de s'être posé plus de questions, de m'être fait accompagner aussi, hein, parce qu'à un moment donné, j'étais un peu à court de solutions. Euh, j'ai lâché prise sur le fait de pouvoir maîtriser, de me dire, mais en fait, le bon schéma, c'est celui-ci, il faut qu'il rentre dans ce schéma-là. Et en fait, non, leur schéma, c'est leur schéma. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai trois enfants, c'est les trois pôles d'un triangle. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre.
Mhm. Il y en a pas, ils sont extrêmement différents et dans leur équilibre féminin-masculin et dans leur posture d'adulte et dans leurs choix, dans leurs goûts, dans leurs convictions politiques, dans leurs actions à œuvrer pour le monde. Ils sont vraiment très, très différents et c'est ce virage-là, je pense, leur a permis, qui nous a permis, parce que c'est eux qui ont fait l'action, mais euh, de prendre le chemin qu'ils avaient à prendre pour leur propre vie. Mhm. Est-ce que tu en as reparlé avec eux, a posteriori, aujourd'hui, à l'âge adulte? Oui, on a pu avoir ce genre de conversation sur le fait effectivement que je n'ai notamment sur la différence entre ma façon de réagir avec les garçons et ma façon de réagir avec ma fille. Alors, c'est pas parce que c'était garçon et qu'elle était une fille, c'est parce que Oui, les deux étaient les aînés et que Charlotte est arrivée après. oui. Donc, c'est plus le timing qui a fait ça. C'était pas, j'y mettais pas plus d'écoute et de mon féminin dans l'éducation parce que c'était une fille. Mhm. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'elle m'attendait à cet endroit-là. Je Mhm. m'attendais à ce elle s'attendait à ce que j'écoute et elle a œuvré fortement pour que j'écoute sa vision du monde, sa vision des choses, sa vision de la vie, sa vision qui est extrêmement différente de la mienne, mais qui est passionnante du coup. Et je me suis énormément mise en question sur le féminin, sur le masculin, sur les questions du genre, sur les questions, toutes ces questions-là qui m'ont été vraiment imposées. C'est pas du tout des questions qui faisaient face à mon quotidien. Et donc j'ai réfléchi, on a échangé beaucoup sur ces sujets-là ensemble. Mhm. Et en quoi ça t'a fait bouger toi aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'effectivement, les générations actuelles ont une vision plus mélangée du yin-yang, des genres, alors que les générations comme les nôtres, on vient d'un patriarcat un peu plus installé, hein, parce qu'on a eu des parents comme ton père, avec on installe le yang, le masculin, voilà, et on sépare bien les choses. Et on met des frontières hyper épaisses d'ailleurs entre les deux. Alors aujourd'hui, on est sur des générations qui mélangent beaucoup plus, au point qu'il n'y a plus de frontières, voire des fois qu'on assimile le féminin et le masculin comme si c'était égaux, équitable, pas que c'est une seule et même chose et qu'il n'y a plus de différence. Toi, comment tu perçois les choses maintenant, entre ce que te dit par exemple ta fille et ce que tu ressens toi maintenant? Il y a une ambiguïté. Il y a ce que je pense au fond de moi, et comme tu le dis très justement, c'est que je suis issue de cette éducation, de cette historique, de cette génération où effectivement la question du genre m'étonne. Déjà, je me souviens très bien quand Charlotte, un beau matin, avant d'avoir bu mon premier café, me dit, mais il ne faut pas que tu confondes le sexe et le genre. Je lui ai fait répéter 3 fois la question, je crois. Euh, je, j'ai un peu peur pour cette génération. Ma conviction, c'est qu'ils remettent vraiment tout à plat. Euh, et je me demande comment on peut se construire sans plus aucun pilier. Et que si même sa question de genre n'est pas on va l'appeler une vérité, même si toute vérité peut bouger, mais au moment de la naissance, si on ne peut pas se construire là-dessus, et si on part du principe que il me semble que la très grande majorité des gens évoluent et sont OK avec le fait d'avoir le même genre que leur sexe avec lequel il est né. Euh, ça ça m'inquiète pour cette jeune génération et je me dis comment se construire si on remet tout à plat, si tout peut être mis en cause, si plus rien n'est fondamental, fondateur. Euh, Mais j'aime ne pas avoir cette réponse. C'est une inquiétude que j'ai. J'ai pas la réponse. Peut-être que c'est eux qui ont une orientation qui sera hyper intéressante. Mais aujourd'hui, je m'inquiète quand même. Parce que je suis pas de la même génération, parce que j'ai mon historique, parce que voilà, je me dis c'est quand même plus simple. Et effectivement, il faut absolument écouter ceux qui se posent ce genre de questions, ceux qui ont besoin de changer, de se transformer, etc. Et c'est nécessaire de les accompagner. Mais
faut-il en faire une généralité pour que tout soit confondu et qu'il n'y ait plus de différenciation entre les uns et les autres? Hmm. Donc là, c'est un peu l'objet de nos conversations. En yin yang, l'idée, c'est de se dire, il y a des différences, mais elles sont complémentaires, elles sont dynamiques, elles travaillent entre elles, et repartir sur cette base en définissant ces concepts féminin, masculin, yin-yang, c'est un peu l'objet de nos échanges. Et nos générations sont plus à l'aise avec cette approche-là parce que c'est déjà historiquement, on a bien séparé les choses. Maintenant, ce que j'essaie de faire avec ces conversations, c'est de comprendre comment elles interagissent entre elles plutôt que de dire que sont les mêmes, qu'il n'y a pas de questions à se poser sur la différence. Pour moi, il y a une vraie différence. Il y a yin, yang, masculin, féminin. On est un sexe biologique différent. Après, les choses bougent, elles sont dynamiques en permanence et on utilise un couple féminin, un couple masculin. Moi, ce que je vois aujourd'hui dans les femmes que j'interroge, c'est que il y a des femmes qui passent du féminin au masculin en fonction des situations et au fil des obstacles et des événements, elles apprennent à aller chercher du yang, elles apprennent à aller chercher du yin qu'elles n'avaient pas et puis ça repart, c'est dynamique. Mhm. Et peu importe le genre, ça c'est vrai, je pense, qu'il y a une vraie différence. Maintenant, les hommes sont plus à l'aise avec le masculin et les femmes plus à l'aise avec le féminin. Et encore que ça dépend vraiment de l'éducation. Et tout ça se dynamise. Et pour reprendre ton exemple, on a eu l'impression, moi j'ai l'impression aussi que dans ta vie, c'était parti d'un environnement familial très yang, t'as été confronté à un obstacle, il a fallu que tu éduques tes enfants seuls, t'ailles chercher la sécurité matérielle seul, donc tu es allé vers du yang. Puis après, aujourd'hui, tu réinjectes un peu d'yin dans ton approche du dirigeant. C'est-à-dire que ce que tu me disais, on va y venir tout à l'heure en préparant l'entretien, c'est que tu essayes de sortir les dirigeants et les dirigeantes de l'opérationnel, de l'action, etc., pour essayer de voir, redonner un peu de sens à ce qu'ils font, comment ils doivent le faire, etc. C'est un peu ça ton approche aujourd'hui? C'est pas tant que j'essaie de les sortir de l'opérationnel, parce qu'au contraire, on est énormément dans l'opérationnel. Mais déjà, D'accord. j'essaie de leur faire prendre un temps pour prendre du recul, ça c'est sûr, pour se poser les bonnes questions, parce que quand on se pose les bonnes questions, on a plus souvent la bonne réponse. Oui. Euh, et prendre soin d'eux de façon holistique, c'est-à-dire j'allais dire de l'homme et de la femme. On ne sait même plus si on peut dire cette phrase, du dirigeant qui est là, mais qui est avant tout une personne avec ses peurs, avec ses doutes, avec ses envies, avec ses besoins, avec ses rêves, avec sa famille, avec les injonctions de la vie, avec plein de choses. Et donc, faire en sorte que ce dirigeant-là puisse avoir un espace d'expression libre et absolument confidentiel, hein. C'est la première règle de l'accompagnement, puisqu'il se retrouve entre dirigeants, hein, dans l'accompagnement qu'on fait. Parfois, on fait de l'accompagnement individuel, mais aussi de l'accompagnement collectif, et qu'il puisse s'autoriser à prendre ce recul pour se dire finalement, moi, de quoi j'ai besoin, et pour ma boîte, de quoi j'ai besoin. Donc, quand on parle de la boîte, on est vraiment dans l'opérationnel, et là, ils échangent entre pairs leurs besoins, leurs envies, leurs enjeux, et là, ils sont extrêmement transparents. Donc, effectivement, à cet endroit-là, je les invite à aller faire appel à leur yin, à déposer leurs masques à l'entrée de la réunion et à dire c'est OK, là, en fait, il faut que je vous dise, voilà, je veux racheter une boîte, mais j'hésite, je ne sais pas comment faire, ou que sais-je comme question. Toutes les questions des petites, des grandes, des moyennes, autour d'un groupe qui est fixe et dans lequel on a créé cette confiance et dans lequel il y a d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, mais spontanément, même si ces groupes sont mixtes, spontanément une grande bienveillance et une entraide très, très intéressante. Mais effectivement, je les invite à aller prendre une posture en amont je me pose des questions et sur moi en tant qu'homme, mais dans ma posture de dirigeant, et sur mon entreprise. Et d'aller regarder en toute sincérité ce qu'il s'y passe et comment on peut améliorer les choses. Je,
je fais un lien avec ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire que j'ai la même conviction que toi, et c'est pour ça qu'on échange aujourd'hui, c'est que je suis intimement convaincue que il ne faut pas opposer ce yin et ce yang, et qu'on a une telle complémentarité, qu'elle est tellement riche, cette complémentarité qui est dans plein d'autres choses d'ailleurs, hein, cette complémentarité, puisque par exemple autour de la table, on n'a que des gens qui ne sont pas concurrents, donc ils ont des métiers qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a cette complémentarité aussi, qui n'est pas de l'ordre du féminin et du masculin, mais il y a mille complémentarités et aujourd'hui on est dans un monde qui facilement oppose, alors que la complémentarité est d'une richesse absolue et notamment au sein des groupes de dirigeants que j'accompagne. Et quand les groupes sont mixtes, qu'est-ce que tu vois comme force en action, justement, qui bénéficie à tout le monde? Le fait que les femmes soient avec des hommes, alors, je ne sais pas si c'est en quantité égale, hein, euh, qu'est-ce qui émerge de ça? Parce que tu disais que les groupes masculins étaient plutôt en compétition. Alors, on peut être même en compétition quand on n'est pas dans le même secteur d'activité, hein, parce que les hommes aiment bien la compétition entre eux. Euh, Comment ça se passe un groupe mixte sur ces sujets un peu stratégiques? Alors, pour le coup, l'onde dont on parlait tout à l'heure, si on ne fait qu'une seule réunion, elle sera effectivement pas très forte. Mais au fil de l'eau, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes et le fait que les femmes spontanément osent s'exprimer, osent dire en toute transparence et sincérité la situation dans laquelle elles sont, qui encore une fois, et on n'est pas là que pour être dans des difficultés, hein, ça peut être des situations complexes, mais de développement d'entreprise, euh, ouvre la porte aux hommes qui s'emparent ensuite. Mais il y a toujours un temps de latence entre la composition des réunions au départ et le temps où les hommes vont oser pouvoir exprimer leurs questions, leurs besoins, leurs envies, leurs attentes. Euh, les femmes, pardon, le feront tout à fait spontanément au départ. Et grâce à elles, grâce à cela, ça va insuffler chez les hommes, ça va inspirer les hommes à le faire aussi. Et au bout d'un certain temps, qui est relativement court, hein, cela dit, puisque si ces hommes-là s'inscrivent à cet endroit-là, c'est bien qu'au départ, ils veulent venir interagir, hein. Oui. Donc, ils sont d'emblée dans cette posture. Donc, on ne peut pas faire une conclusion universelle de ces groupes, puisque ces gens sont d'emblée dans cette posture. Mais assez rapidement, quand même, il n'y a plus de différence vraiment entre la posture des uns et des autres dans le partage et dans l'échange. Hmm. Oui, il y a aussi, c'est aussi parce que peut-être chacun est en confiance, chacun est au même niveau, entre guillemets, tout le monde est dirigeant, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de compétition, donc on abroge un petit peu les règles masculines dans ce type de groupe. Et ça permet de laisser de la place au yin, de l'expression, la collaboration, les échanges. Exactement. Et puis, c'est vraiment la règle de base. Moi, je fais un entretien, enfin, il y a un entretien assez long au départ, avant d'intégrer le réseau Effervescence, pour savoir d'abord si on veut de l'accompagnement individuel ou de l'accompagnement collectif. Mais c'est surtout, est-ce qu'on est prêt à être en sincérité? Parce que si ça n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Et notamment, globalement, on précise qu'on n'est pas là pour faire du business. Parce qu'à partir du moment où on veut développer du chiffre d'affaires avec d'autres dirigeants, qui en soi est tout à fait louable, c'est même la première chose qu'il faut faire, c'est aller chercher des clients quand on monte une entreprise. Mais euh, il y a plein d'autres choses à faire. Une fois, nous, on ne s'occupe pas des créations d'entreprises, on s'occupe des entreprises qui sont déjà créées avec des dirigeants qui veulent développer leur entreprise. Euh, S'il y a un enjeu de business, les masques restent en place. Hmm. Si au départ, on dit qu'on n'est absolument pas là pour faire de business, il s'en fait puisque les gens finissent par avoir confiance les uns aux autres et préfèrent bosser avec la personne en qui ils ont confiance qu'un autre. Et encore, on se rend compte que c'est pas finalement toujours idéal parce que dans la vie entre un partenaire, un client et un fournisseur, etc., c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a des enjeux qui se remettent au sein des groupes qui sont pas idéaux. Mais c'est pas l'objet de mon propos. Mais du coup, ça.
ça apporte ça, le fait qu'il n'ait pas de business à faire et qu'il puisse avoir une parole vraiment libre. C'est le point de départ. C'est quand même des règles plutôt yin. Donc, tu as, mis en place une organisation yin, féminine, on va dire, dans ces groupes d'échange. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Et qu'est-ce que tu as mis d'autre de toi dans ton activité professionnelle qui est plutôt féminin, tu penses? J'essaie d'apporter à ces dirigeants le fait de prendre un recul, mais un recul vraiment général, d'avoir un regard très holistique sur la situation. Très souvent, les dirigeants, hommes et femmes, me disent, voilà, j'en suis là de ma boîte, je voudrais prendre plus de temps pour ma famille, c'est dans l'air du temps. Mais parallèlement, j'aimerais vendre ma boîte d'ici 5 ou 10 ans max. Donc, il faut que je triple mon chiffre d'affaires, il faut que je multiplie par deux mes collaborateurs, etc. Et ils ont du mal à faire correspondre ces enjeux personnels avec ces enjeux professionnels. Et encore, parfois, souvent, il y a même que des enjeux professionnels. Et on oublie de se demander, en fait, je veux que ma vie ressemble à quoi? Et j'essaie, j'essaie de leur apporter ça. Alors, ça m'est venu suite à une expérience personnelle où j'ai perdu deux amis qui sont décédés, l'un brutalement, l'autre suite d'une maladie. Et je me suis rendu compte que la vie pouvait s'arrêter. Voilà, moi, j'ai juste 50 ans et c'est l'âge qu'ils avaient globalement. Donc, euh, je me dis, faut pas passer à côté de sa vie. Il est intéressant de s'interroger régulièrement à quel objectif, quelle mission, de quoi j'ai envie dans ma vie. Euh, à quel moment je serais heureux si j'avais réalisé ça, ça et ça. Et il faut le conscientiser, j'aime pas le il faut, il est intéressant de le conscientiser et de le traduire en objectif et en action. Et c'est ce que j'essaie d'apporter, c'est ce côté yin, ce côté que j'essaie d'apporter aux dirigeants. J'essaie aussi de leur apporter un peu de, de douceur, je crois, hein, parce qu'on est dans un monde qui est quand même assez violent, et par les médias, et par la vie de tous les jours, et par un peu tout ce qui se passe autour, et de prendre cet espace, à un moment donné, prendre soin de soi, parce qu'on s'occupe vraiment du dirigeant en tant qu'homme et en tant que femme, hein. Il y a même une cellule précisément pour ça. J'ai des personnes qui s'occupent quand le dirigeant a des questions qui lui sont plus personnelles, ils peuvent être reçus pour ça. On va vraiment aller sur tous les champs du dirigeant, plus souvent sur les champs de l'entreprise en tant que telle. Mais voilà, insuffler un peu de respiration, un peu de douceur, de l'action et un regard avec plus de hauteur pour pouvoir être OK avec soi-même et tenir dans la durée, parce que c'est une course de fond d'être entrepreneur. Tenir dans la durée, euh, atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions personnelles et professionnelles possibles. Mm. Donc, ça me fait penser beaucoup à l'équilibre en général. C'est une recherche d'équilibre. Tu mets du yin pour équilibrer le monde de l'entreprise qui est plutôt très yang, très masculin. Et, euh, et est-ce que tu crois que c'est un gage de réussite ou pas? C'est une question qui est souvent remise en cause, hein, en question justement. C'est est-ce que l'équilibre est le chemin de la réussite ou il faut être dans l'extrême pour réussir? Il faut quintupler les efforts. Euh, c'est une question qu'on se pose souvent quand on monte une entreprise. Comme tu dis, on a des objectifs très ambitieux. On va pouvoir vendre sa boîte chère. Il faut progresser de 50% par an. Enfin, des choses un peu souvent délirantes, au détriment d'ailleurs du facteur humain, hein, bien souvent. Mais c'est pas grave parce que à terme, le dirigeant ou la dirigeante va pouvoir vendre sa boîte, gagner de l'argent et ensuite vivre enfin. Tout dépend ce que tu mets en fait, tout dépend ce que tu mets dans le mot réussite. Et d'ailleurs, chez Effervescence, on s'attache à dire, euh, l'important, c'est que tu puisses définir précisément ton objectif.
il y en a, leur objectif, c'est effectivement de vendre leur boîte X millions d'euros, etc. D'autres, leur objectif, ça va être de créer globalement leur job, vivre correctement avec, et ça leur va. Il y en a même certains qui avaient des collaborateurs et qui veulent réduire la voilure et rester seuls parce que finalement, ils se rendent compte que c'est mieux. Donc, chacun son objectif et tous les objectifs sont hyper OK. Ils seront juste pas dans les mêmes groupes parce que sinon, on ne peut pas interagir si on n'a pas la même dynamique. Mais c'est vraiment OK de ne pas avoir un objectif d'ultra-croissance. C'est vraiment OK pour nous et c'est important. On le dit à chaque fois. Après, tout dépend de ce qu'on met dans le mot réussite, et c'est là où je les interpelle, et c'est là où on va les gratter. D'ailleurs, on a fait une enquête de satisfaction, et ils nous ont dit que c'était le fait d'être confrontés qui venait chercher au réseau effervescence. Parce que sinon, ils sont un peu toujours d'accord avec eux-mêmes, et puis ceux avec quoi ils sont pas tout à fait d'accord, ils le laissent sous le tapis, et ils vont pas le traiter. Nous, on va aller regarder régulièrement ce qui se passe sous le tapis du dirigeant, ce qu'il a oublié de gérer. Euh, En tout cas, il me semble que moi, pour le mot réussite, j'aime dire ce que j'ai réussi moi. Mon papa a été chef d'entreprise et il n'est malheureusement plus là. La question quand il est parti, c'est pas est-ce qu'il a réussi ou est-ce qu'il n'a pas réussi, c'est est-ce qu'il a été heureux dans sa vie? Est-ce qu'il a réussi à accomplir ce qu'il souhaitait ou à résoudre ce qu'il avait à résoudre? Est-ce Est-ce qu'il a que été heureux, tu penses? pardon? Est-ce qu'il a été heureux, justement? Oui, est-ce qu'il a été heureux? Après, tu sais, cette injonction au bonheur, cette injonction à être heureux, qu'est-ce qu'on met sous le mot heureux? Mais en tout cas, est-ce qu'il s'est réalisé? Est-ce qu'il a réalisé ce qu'il souhaitait pleinement au fond de lui? On a chacun en soi une mission de vie, qu'elle soit vers les autres ou qu'elle soit vers soi-même pour réparer quelque chose ou pour, en tout cas, c'est ma conviction. Euh, et pour moi, elle est plus là, la réussite. On peut avoir une réussite en ayant eu une carrière tout à fait lambda, mais en s'étant réalisé dans plein de choses. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant de remettre de l'équilibre entre le yin et le yang, être hyper carriériste, etc. Absolument avoir des injonctions au bonheur en entreprise, au bonheur dans son job. Je pense aujourd'hui qu'on peut avoir un job tout à fait lambda, mais qui puisse nourrir par ailleurs la possibilité de faire autre chose en dehors de son job, Mhm. sans attendre, comme tu le disais en t'amusant, à la retraite ou la vie d'après. Je pense que c'est tous les jours qu'il faut construire son bonheur, tous les jours qu'il faut le nourrir dans les choix qu'on fait. Moi, les choix que j'ai faits en créant Réseau Effervescence, c'était aussi aller mettre de la douceur dans mon quotidien, d'être dans un environnement de bienveillance, d'être dans un environnement positif, d'apporter, d'œuvrer pour les autres. Euh, c'est quelque chose que j'ai créé et ça nourrit ma réussite. Mais je ne sais pas si demain je vendrai ma boîte, je la vendrai pas. C'est pas ma question. C'est pour Mhm. ça que peut-être où est-ce qu'on met le mot réussite et probablement d'ailleurs les hommes ne le mettent pas au même endroit que les femmes. Ah, certainement, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, des femmes que tu as pu rencontrer qui sont dirigeantes, qu'est-ce qui... Tu as vu des différences d'objectifs, justement, de vie professionnelle et personnelle, j'imagine. Oui, oui, il y en a beaucoup des différences, mais j'ai rencontré des femmes qui avaient très largement dépassé leur plafond de verre et qui étaient en très grande réussite et qui sont admirables pour cela. Et je côtoie aussi des femmes qui ont leur activité, qui peinent à en vivre parfois. Euh, Tout existe, comme chez les hommes. Et peut-être que même c'est peut-être même plus difficile chez les hommes de ne pas être dans la réussite, parce qu'il y a une injonction à la réussite chez les hommes. Euh, Nous, la difficulté, c'est d'enlever ce plafond de verre. La difficulté, c'est d'être en dessous. Donc, c'est pas beaucoup plus facile, hein. Moi, j'aime à défendre beaucoup les hommes dans cette dualité, d'ailleurs, parce que vous avez une posture qui est difficile. Il faut y aller, quoi. Vous n'avez pas le choix que d'être grand et fort, quoi. Donc, chez les femmes, en tout cas, pour revenir à ta question,
Oui, oui, il y a des vraies différences quand même. Globalement, tout le monde n'est pas en haut des podiums de tous les trophées d'entreprise qu'on peut connaître. Toutes les grandes entreprises de France ne sont pas dirigées par des femmes, euh, Voilà. loin de là. Je- 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 c'est malheureusement pas c'est malheureusement pas, il n'y a pas de parité à cet endroit-là, mais on en a parlé en amont de cet échange. Moi, je suis arc-boutée sur le fait d'enlever le mot égalité et de mettre le mot équité. Je sais qu'il faut parfois mettre des chiffres pour pouvoir aller plus loin, pour, in fine, avoir des équilibres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des quotas dans les conseils d'administration, etc., des grandes entreprises. Mais il faut trouver de l'équilibre et je pense que les femmes vont chercher cet équilibre assez naturellement. Oui, parce que est-ce que les femmes ont tant envie que ça d'aller diriger des entreprises du CAC 40 globalement? Je ne sais pas, tu parlais de l'injonction à la réussite. Il y a pas de valeur en soi à diriger une entreprise du CAC 40, sauf pour un homme qui est dans la réussite très ambitieuse, quoi. Donc c'est difficile de mettre en place une égalité là où en fait des femmes n'ont pas le besoin, et parce que sauf si elles prennent des valeurs masculines comme exemple ou comme objectif. Moi j'ai l'impression un peu de ça, c'est-à-dire on se dit il faut que les femmes aient les mêmes postes, alors qu'en fait il y a des femmes qui aspirent pas à ces postes-là, et ces postes-là sont pas meilleurs en définitive sur le plan humain, sur le plan de la vie euh, que d'autres postes. Chacun a son rôle, et c'est le rôle de dirigeant de l'entreprise de CAC 40 qui réussit, c'est pas un meilleur rôle qu'un autre rôle de management dans un autre univers de la vie sociale et de la vie dans notre société, quoi. Enfin, moi, c'est ma perception, mais ma vision des choses. Non, je partage. C'est pas un meilleur rôle, c'est évident, mais en revanche, je ne suis pas en capacité de dire est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui voudraient diriger les entreprises du CAC 40, parce que je pense que c'est impossible de faire cette étude-là, Ouais, partant du principe qu'elles ne sont pas élevées de la même façon. J'ai l'exemple d'une dirigeante qui était allée chez un concessionnaire et qui était allée commander les voitures de ses commerciaux. Et à la fin de l'entretien, le directeur de la concession lui dit, bah, écoutez, est-ce que votre directeur pourra passer alors que c'était elle la dirigeante. ouais. Autant te dire qu'elle s'est levée et qu'elle n'a pas acheté ses voitures dans cette concession. Mais à cette tout notre parcours quand même, en tout cas à ma génération, je ne sais pas ce que donneront les autres générations, mais à ma génération, tout notre parcours, on nous a semé le fait qu'il y avait quand même d'emblée une différence. D'où elle vient, comment elle se construit précisément, pourquoi elle perdure. Je j'ai pas l'information précise de ça et c'est tellement, à mon avis, subtil, tellement difficile à appréhender. Mais peut-être qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui veulent diriger des entreprises du CAC 40. Mais peut-être qu'il n'y en a pas autant qui en ont la capacité parce que la vie a fait ça et non pas parce qu'elles, au fond d'elles, Oui, elles ont les oui, c'est vrai capacités aussi. ni La les moyens. question est complexe. Ouais, ouais. On peut pas avoir de compréhension précise de cette situation. Et à cet endroit-là, c'est pour ça que je me permets, j'y tiens, cette histoire d'égalité, elle est impossible à tenir. Elle est forcément clivante. Ça n'existe pas, l'égalité homme-femme. Et parfois, je dis, alors ça fait hurler les gens, mais est-ce qu'une femme, quand elle a des enfants en bas âge, encore une fois de ma génération, et qu'elle va travailler, mais qu'elle sait que son petit était malade, etc., la charge mentale qu'elle a, est-ce qu'elle est autant disponible pour l'entreprise qu'un homme qui est allé travailler tranquillement sans penser tout autant qu'elle? Encore une fois, je parle de ma génération, je sais que ça a beaucoup évolué. Les statistiques montrent qu'on n'est pas à 50-50, loin de là. Euh, donc
c'est difficile de se dire pourquoi ce serait à l'entreprise, dans ces cas-là, si la personne est moins disponible, de payer la même chose. Alors, évidemment, ensuite, il faut être juste. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, loin de moi, cette idée, hein, avoir plus de justesse entre les salaires des hommes et des femmes pour le même poste. Mais c'est subtil, toutes ces questions. Oui, c'est très subtil. D'ailleurs, sur le salaire, c'est intéressant parce que il y a encore effectivement des grandes différences pour des postes égaux entre les salaires des hommes et des femmes. On peut pas l'expliquer, mais on sait aussi que globalement, quand même, les femmes sont moins intéressées par les aspects financiers que les hommes de base. Donc, ça peut aussi, elles sont moins à l'aise avec l'aspect financier. Donc, ça peut avoir, ça peut être une des raisons pour lesquelles les salaires sont moins forts chez les femmes que chez les hommes pour les postes équivalents. Mais ça Une explique pas. des raisons, après, tu sais, c'est le dirigeant ou les RH qui décident le salaire, in fine. Donc, Oui, mais ça reste une situation de négociation entre l'offre et la demande. Et un homme va être plus à l'aise pour demander de l'argent. oui, mais c'est une Oui, question d'éducation. C'est pour ça que je te dis, oui, c'est vrai aussi, c'est une histoire d'éducation aussi. Mais c'est pour ça que le sujet homme-femme, féminin, masculin, yin-yang, ce sont des sujets qui sont très mouvants et c'est des dynamiques. Est-ce qu'avec une éducation beaucoup moins matriarcale, est-ce qu'une femme sera plus à l'aise avec l'argent ou elle sera toujours yin? On ne sait pas. Et puis, il y a une question de culture, c'est-à-dire que nous, on est en France avec une culture judéo-chrétienne, avec une posture vis-à-vis de l'argent qui est particulière. C'est pas le cas dans tous les pays du monde, hein. Il y a des femmes qui Ouais, sont très également. à l'aise avec l'argent dans certains pays du monde. Donc, il y a tout qui joue. C'est encore une fois, j'y reviens, mais ça me tient à cœur, l'équité est bien plus intéressante que l'égalité, parce qu'il y a tellement de paramètres qui jouent. Et s'il le fallait, il faudrait peut-être payer même plus les femmes que les hommes, parce qu'elles jouent un rôle dans la société qui est majeur. Oui. Avoir des enfants, malheureusement, heureusement, peu importe, mais c'est toujours à la charge des femmes. Même si dans tout le reste, on était égaux, ça, c'est toujours à la charge des femmes. Donc, peut-être que même, il faudrait, c'est une question de posture, de philosophie, de politique, de choix politique, de dire, ben voilà, quel intérêt, quelle importance je mets à ce sujet-là. Et à partir de, soyons fous, à partir de demain, les femmes seront payées plus. Peut-être pas par les entreprises, moi je défends les entreprises, les entrepreneurs, mais par la société, parce qu'il est nécessaire pour la société que nous continuions à avoir des enfants. Mhm. Ça pourrait être une proposition. Est-ce que tu vois dans les dirigeantes que tu as pu rencontrer versus les dirigeants moins d'ambition sur le plan financier ou pas? Oui, oui. Mais est-ce que c'est l'éducation qui fait ça? Oui, on en revient aux mêmes questions. Est-ce que c'est éducation ou c'est... Ou est-ce que c'est genré? Je sais pas. Ouais, on ne sait pas. Non, on sait pas. Hmm. On ne sait pas, c'est parce que tout était tellement lié. Il faudrait repartir et créer une nouvelle civilisation pour pouvoir voir si vraiment c'est notre être qui fait la différence ou si c'est notre culture. Hmm, hmm. Et on ne sait pas, mais aujourd'hui, oui. Même si elles défendent le fait de cette égalité, elles souhaitent cette égalité qui est entendable, mais dans l'intime, dans le partage au niveau financier, oui, elles ont moins d'ambition financière. Bon, en même temps, la valeur argent c'est aussi quelque chose qui est très relatif, qui reste quand même très yang fondamentalement, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est pas dans nécessairement un équilibre. L'abondance, c'est quelque chose d'un peu global, mais l'argent, en soi, l'objectif argent, ça reste aujourd'hui encore quelque chose de très masculin. Oui, Donc, est-ce que ça changera un jour? Ça, je ne sais pas. Mais ça reste très masculin. Donc, c'est un peu normal que les femmes soient moins ambitieuses sur ce sujet-là. Et c'est pas plus mal, parce que si on met que la valeur argent en objectif, en particulier dans une entreprise, on va être obligé de faire l'impasse sur certains facteurs humains. Et ça, oui, mais rien n'empêche de l'associer, cette valeur argent. Et moi, j'invite quand même toutes les jeunes femmes
met tous les hommes de la même façon à s'autoriser et à s'ouvrir à parler de l'argent, de l'argent en général, de l'argent de ses revenus, de l'argent que coûte la vie, de l'argent euh, du système politique, de l'argent. Il faut qu'on apprenne cela parce que c'est un moyen aujourd'hui, Mm, un mm, moyen et universel. On a tous besoin de cela aujourd'hui. Or, c'est un des sujets sur lequel il est extrêmement compliqué dans nos cultures de parler. Et hommes et femmes ont besoin d'apprendre à parler d'argent et à mm. se libérer de ça, Oui, c'est vrai. En particulier en France. en particulier en France, même en Europe, hein. Ouais. Très bien. Alors, bon, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, en dehors de cette histoire sur l'argent, aux hommes et aux femmes, alors plutôt aux dirigeants, on va dire, mais aussi en général, issu de ton expérience dans un monde qui est encore très young. Dans un monde qui est encore très... Bah, c'est d'accepter pleinement la dualité entre le yin et le yang. Ce yin, il est précieux. Messieurs, apprenez à l'écouter. En plus, il est délicieux chez vous, ce yin. Euh, euh, Prenons tous du recul. Euh, Prenons tous le recul nécessaire pour mettre de l'équité dans tout ça, pour mettre de l'équilibre dans tout ça. L'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un et ensemble dans nos complémentarités, ensemble dans ce duo et pas cette dualité du yin et du yang qu'on a tous en soi et qui en plus est tellement fluctuant tout au long d'une vie. On a besoin de cette ressource à un moment donné, puis de l'autre à un autre moment de sa vie. Euh, Allons puiser à chaque moment ce qui nous est nécessaire en l'acceptant déjà avec soi-même et en acceptant que l'autre aille puiser autre chose. Peut-être qu'en face de soi, on a une femme qui va puiser du yang, mais si elle en a la nécessité, c'est intéressant. Ce qui est important, c'est aller trouver de l'équilibre. Donc, prenons du recul pour mettre de l'harmonie et accepter une complémentarité et une évolution de ce féminin et de ce masculin à l'intérieur de chacun de nous sans le mettre en opposition. Je pense qu'on serait tous plus riches de cela. Bah, écoute, je n'aurais pas dit mieux. Donc, Merci. très belle conclusion sur la complémentarité yin-yang, Marie-Victoire. Merci beaucoup pour cette conversation Merci pour ces échanges. et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir, Christophe. Merci.